Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Voici le sommaire de ce lundi 25 avril et ce principal titre. Lendemain d'élections en France, Emmanuel Macron a été réélu avec plus de 58% des voix face à Marine Le Pen. À Monaco, il obtient 53,8%. Quelles leçons peut-on tirer de ce scrutin? Nous serons avec le politologue Pierre Bréchon. L'inauguration aujourd'hui du nouveau siège du GPSI, le groupe de protection, surveillance et intervention de la sûreté publique. Le Focus Info de ce journal sera consacré à la visite officielle du prince Albert II dans les Pouilles, dans le sud de l'Italie, où il a notamment visité des sites historiques Grimaldi de Monaco. Louis Chédid était sur la scène de l'auditorium Régnier 3 samedi soir pour participer à la 4e édition du concert Pousse la vie au profit de la Fondation Flavien. Nous l'entendrons dans ce journal. Sans oublier tous les résultats sportifs du week-end entre Formule 1, championnat du monde de VTT électrique et la belle et large victoire des basketteurs monégasques en Betclic Elite face à Foss. Ouvrons donc cette édition avec les résultats du scrutin présidentiel français. Emmanuel Macron l'a emporté face à Marine Le Pen. À Monaco, il a recueilli 1348 voix contre 1156 pour Marine Le Pen, soit 53,8% des suffrages contre 46,2%, un score plus faible qu'au niveau national français où il a été réélu avec plus de 58% des suffrages. L'abstention en principauté s'est établie à 50,2%. C'est en fin de semaine que l'on devrait connaître la composition du nouveau gouvernement et déjà tous les regards sont tournés vers les élections législatives les 12 et 19 juin prochains. Pour analyser les enseignements de ce scrutin, le politologue Pierre Bréchon est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment pourrions-nous qualifier cette victoire d'Emmanuel Macron hier soir? Écoutez, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est une victoire confortable puisque 58,5% des suffrages exprimés, c'est quand même une large victoire. Alors l'écart tout de même est réduit cette fois-ci avec ce même adversaire, Marine Le Pen, le même adversaire qu'il y a 5 ans. Oui, l'écart est réduit de 7,6 points en fait, si on veut être précis. Donc certes, c'est un peu réduit, mais ça, c'est assez normal. Quand on est 5 ans aux affaires, on accumule les mécontentements. Il n'est plus un jeune premier qui a tiré, comme ça pouvait être le cas en 2017. Comment analyser plus particulièrement le vote dans le sud-est de la France et à Monaco? Donc Emmanuel Macron est arrivé à Monaco en tête et une victoire aussi un peu de justesse dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, c'est quand même une zone de force du Front National. Donc, dans ce contexte-là, Emmanuel Macron fait un peu moins bien que dans la plupart des autres régions françaises, parce que probablement il y a des reports de voix qui sont plus importants dans cette région pour Marine Le Pen et aussi probablement un peu plus d'électeurs du premier tour qui ne se sont pas mobilisés pour le second. Oui, d'ailleurs, les Alpes-Maritimes et Monaco font exception à la vague Marine Le Pen, surtout le littoral, effectivement, de la région PACA. On l'a beaucoup entendu hier soir chez certains représentants politiques. Il reste un 3e tour, les législatives. Est-ce que dans le contexte actuel, on peut envisager une possible cohabitation ? Je pense qu'il faut être très prudent. Le 2e tour vient juste de s'achever. Il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer dans les 8 semaines qui viennent. Emmanuel Macron va nommer un Premier ministre. Alors ça devrait intervenir d'ici la fin de la semaine, effectivement. Voilà, selon la personnalité qu'il choisit et le gouvernement qu'il forme dans les 3 ou 4 jours qui suivent la nomination du Premier ministre, d'une certaine manière, il va dessiner l'amplitude de sa majorité au moins désirée. C'est-à-dire qu'il aurait intérêt à faire preuve d'ouverture et de rassembler large? Il va certainement chercher à rassembler large, mais pour rassembler large, il faut que les partenaires soient d'accord et à avoir non seulement derrière lui des forces de centre droit,
mais probablement aussi de centre-gauche. Mais le système du vote aujourd'hui, avec l'absence de proportionnel, ne rend-il pas impossible tout succès des partis dits minoritaires en l'état actuel des choses ? Le système majoritaire à 2 tours favorise le camp le plus important en règle générale, hein. Depuis 2002, le président élu a toujours réussi à avoir une majorité aux élections législatives suivantes. Pendant 8 semaines, son nouveau gouvernement peut mettre en œuvre, laisser entendre qu'il commence à mettre en œuvre des mesures populaires de son programme, pas les plus difficiles. Il ne va pas commencer à s'agiter sur la réforme des retraites dans les prochaines semaines. Et est-ce que la gauche, réunie autour de Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas une utopie, cela peut être une force qui pourrait tout faire basculer ? Ou est-ce que c'est utopique, le Parti socialiste, les Verts, le Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon tous ensemble? D'abord, on ne sait pas s'ils vont réussir à s'entendre. C'est pas du tout évident. Et ils n'ont pas exactement le même programme. Et Jean-Luc Mélenchon souhaite que ce soit derrière son programme que l'unité puisse se faire. S'ils arrivent à cette unité de candidature, ça améliore un petit peu leur chance de voir passer la barre du premier tour dans laquelle il faut avoir 12,5% des électeurs inscrits pour se maintenir au second. L'idée d'avoir une majorité absolue pour la gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon, ça me semble un objectif très difficile à atteindre. En conclusion, quelles leçons et bilans peut-on dresser de cette élection présidentielle ? Une réélection confortable. C'est aussi néanmoins une progression de la droite radicale depuis 2002. Et puis la troisième, c'est le niveau de l'abstention qui est quand même très élevé et qui indique une difficulté des Français à se reporter sur l'un des deux candidats. Au fond, un certain nombre de Français qui n'aiment ni l'un ni l'autre ont du mal à choisir celui qui pourrait leur apparaître le moins mauvais. Merci pour cet éclairage au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. Pierre Bréchon, merci. Merci à vous. Le GPSI a déménagé. Le groupe de protection, de surveillance et d'intervention, l'équivalent du RAID, dispose de nouveaux locaux et ils viennent d'être inaugurés par le prince Albert II aujourd'hui en fin de matinée. Et alors que nous célébrons cette année les 120 ans de la sûreté publique, le récit de Fabien Bonilla sur des images d'Alexa Vial. 230 mètres carrés répartis sur 3 étages. Voici les locaux que vient d'inaugurer le Prince Souverain dans la Villa Marcel, au 35 avenue de l'Annonciade. Ce sont les locaux depuis quelques mois destinés aux 29 membres du groupe de protection, de surveillance et d'intervention. Ces missions, elles sont variées, hein. C'est ce groupe d'intervention de Monaco, donc l'équivalent, on va dire que c'est le RAID, mais bien évidemment par rapport à Monaco, nous avons aussi d'autres missions qui sont des missions de voie publique généralistes, on va dire, qui consistent à sécuriser par nos compétences, peut-être de manière un peu plus poussée, la voie publique. Alors, nous sommes un groupe de 29, donc 28 plus un officier. Nous avons la chance en fait dans ce groupe d'avoir les démineurs, 3 démineurs. Nous avons aussi des moniteurs de tir, 3 moniteurs de tir. Le reste sont des opérateurs. Ce sont des personnes qui suivent un recrutement pour venir ici. Donc il y a des qualifications aux ouvertures de postes. Et donc après ils sont à demeure dans le groupe. De 10 membres à sa création en 1989, le GPSI est donc composé désormais de 29 policiers spécialisés dans l'intervention et la protection. Le GPSI est déjà doté depuis quelques années de matériel de pointe. Il est à présent doté de nouveaux locaux. Donc la Villa Marcel, elle aide à la cohésion. Elle donne déjà l'espace qui était nécessaire pour 29 personnes. C'est tout bête, mais 29 personnes, il faut des vestiaires. On a beaucoup de matériel. On a aussi beaucoup de matériel, d'équipement, d'armement. Donc ça permet de se sentir à l'aise, confortable et surtout de pouvoir avoir aussi conforter le sentiment de cohésion du groupe. Lors de la visite du prince Albert II, la Villa Marcel a reçu la bénédiction de l'abbé Julien Golino et à l'issue de cette inauguration, le prince Albert II a accepté d'être le commandant d'honneur du GPSI. Pour finir, le casque de ce groupe d'intervention lui a été offert.
Passons au premier point info de ce journal avec Crisinda Tomel et une performance en demi-teinte pour Charles Leclerc lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Bonsoir Crisinda. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. 6e à Imola dimanche après une sortie de piste alors qu'il pouvait assurer la 3e place derrière les Red Bull. Charles Leclerc et sa Ferrari dit sans vouloir beaucoup d'avoir commis une faute en voulant aller trop vite. Nous pardonnons bien sûr au pilote monégasque qui depuis le début de la saison n'a pas fait beaucoup d'erreurs et assure de belles performances malgré tout à chaque course qu'il dispute. Prochain Grand Prix le 8 mai à Miami. Et puis retour sur la première étape du championnat du monde de VTT électrique ce week-end à Monaco, mais physiquement sur les pentes de Peille avec le soutien de la SMEG. Oui, une Coupe du monde de VTT électrique qui se déroulait sur 2 jours et qui a vu s'affronter de nombreux cyclistes. Dimanche, la 2e journée de course s'est déroulée dans des conditions météorologiques bien meilleures que le jour précédent. Après quelques changements dans le tracé de l'hippodrome, la pole position a finalement été attribuée au duo français sous pavillon Lapierre, Justine Tonzo et Jérôme Gilou. Sport encore, entre 2 matchs européens. La Roca Team recevait Fos-sur-Mer dimanche pour le compte de la 31e journée de Betclic Elite. Sans quelques cadres laissés au repos, les Monégasques ont réalisé une prestation très sérieuse et appliquée. Le résumé de la rencontre avec Yannick Debever et Kevin Garcia. La Roca Team s'accroche à la tête de Betclic Elite après sa victoire face à Fos ce dimanche. Les Roca Boys ont le même bilan que Boulogne et possiblement l'Asvel en cas de victoire des Villeurbanais face à Pau ce mardi. Face aux Bayers, Monaco a été très sérieux du début à la fin du match. Dwayne Bacon, meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points, est intenable. Les Roca Boys dominent dans la raquette à l'image de cette action dans le second quart-temps. À la mi-temps, tout en contrôle, Monaco est devant de 5 points. Au retour des vestiaires, la Roca Team donne un coup de massue aux Phocéens avec un 10-2. Ibrahima Falfay est excellent aussi bien en attaque qu'en défense et permet à la Roca Team d'accroître son avantage. Les Bayers sont dépassés. La Roca Team ne baisse pas en intensité et s'assure un dernier carton tranquille. Les joueurs se font plaisir à l'image de Dante Hall en alley-oop, Jerry Boutsielé sur un long 2 points, ou encore le jeune Jordan Ratton qui marque quelques secondes après son entrée en jeu. C'est le joueur du match, Falfay, 13 points, 12 rebonds, qui conclut ce match en apothéose, 93-66 pour la Roca Team. Aujourd'hui, ce n'était pas un match facile au début. Après, on a fait le rythme avec le coach. Il y en a qui ont bien joué et les autres, ils ont un repos. Donc, à chaque fois qu'on doit bien jouer pour garder le même rythme. Là, ça nous reste encore 2 matchs. Semaine prochaine, on doit concentrer sur ça et oublier ce match. More satisfied, apart the win, like that we could use, like also some other guys, who are helping the team, like in a big level. It's good, like again, winning and staying focused, like especially in this kind of game when you already win before you start to play. C'est avec le goût du travail bien fait que la Roca Team peut désormais se préparer à recevoir l'Olympiakos pour les matchs 3 et 4 du premier tour des playoffs d'Euroleague. Rendez-vous mercredi et vendredi à 21h. Bien évidemment, il faudra aller salle Gaston Médecin pour encourager la Roca Team mercredi et vendredi. Mais vous savez aussi que vous pourrez suivre ces 2 rencontres possiblement capitales pour la suite de l'aventure de la Roca Team en Euroleague en direct sur Monaco Info. Ils sont jeunes et décident de s'engager pour les plus vulnérables, l'expérience d'une vie. Le corps des volontaires internationaux de Monaco a vu le jour en 2007 et depuis cette date, 60 VIM ont été en poste à travers le monde. Une occasion unique pour se forger une expérience dans le domaine de l'humanitaire notamment. Le responsable du programme des VIM est notre deuxième invité. Bonsoir Bastien Niquez. Bonsoir. Qu'est-ce qu'un VIM, un volontaire international de Monaco, pour ceux qui l'ignoreraient? Alors un volontaire international de Monaco, c'est un jeune qui s'engage pour réaliser une mission de solidarité internationale pour une durée d'1 an ou 3 ans auprès d'un de nos partenaires
qui peut intervenir dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la sécurité alimentaire ou de l'insertion socio-économique des populations défavorisées dans les pays où nous pouvons intervenir. Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir candidater? Avoir au minimum 21 ans, au maximum 35 ans et justifier d'une année d'expérience professionnelle, sachant que les stages sont valorisés. Il y a régulièrement des offres de candidature qui sont publiées? Oui, régulièrement dans l'année, nous recrutons environ en moyenne 5-6 volontaires chaque année. Et alors aujourd'hui, combien y a-t-il de volontaires internationaux de Monaco à travers le monde en poste? Nous avons une dizaine de volontaires en permanence sur le terrain et depuis la création du programme en 2007, ce sont 60 jeunes que nous avons envoyés sur le terrain pour réaliser donc une mission de solidarité internationale. Et dans quelle zone du monde alors justement les envoyez-vous? Alors ce sont les zones d'intervention de la coopération internationale, mais on peut peut-être les rappeler? Essentiellement en Afrique, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Madagascar, plus le Liban en Méditerranée. Voilà les pays où aujourd'hui nous envoyons des volontaires. Alors vous l'avez dit, le champ d'intervention est très vaste, mais quel est leur rôle plus particulièrement sur le terrain? Cela peut être très divers. Est-ce que l'on peut avoir quelques exemples de VIM actuellement en poste et pour quelle mission? On recrute systématiquement sur un profil de poste spécifique qui précise les qualifications qui sont requises pour la mission. Ça peut être une mission de chargé de projet. Ça peut être une mission d'appui sur des tâches transversales comme la communication, la gestion des partenaires, la recherche de financement, mais aussi également sur des postes plus pointus, comme par exemple ergothérapeute, éducateur spécialisé ou animateur ou même médiatrice familiale, sociale. Alors il y a toujours bien évidemment des risques possibles selon les terrains d'intervention. Comment garantissez-vous la sécurité de ces jeunes volontaires? Nous envoyons des volontaires dans les pays où les conditions de sécurité sont jugées satisfaisantes. Et puis nous assurons un suivi régulier de chacun des volontaires. Et puis nous avons également aussi un prestataire, une société spécialisée sur les questions de sécurité qui peut à la fois tenir une veille de sécurité dans les pays où nous intervenons. Pour chaque volontaire, nous souscrivons une assurance rapatriement, que ce soit pour des situations de crise ou pour des raisons de santé. Vous avez pour la plupart des volontaires internationaux qui ont suivi des cursus d'études supérieures. Quel est leur profil? Pour beaucoup maintenant ont suivi des masters dans le domaine de l'action humanitaire, du droit international, mais après ça va être variable. On peut recruter sur des profils très différents. Et l'un des avantages du milieu de la coopération au développement et de la solidarité internationale, c'est que c'est un milieu dans lequel on peut travailler sur plusieurs secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, l'emploi, et donc où on fait appel à des profils qui peuvent être très variés et très différents. Et ensuite, que deviennent-ils, ces volontaires internationaux? Ça dépend des personnes. Pour beaucoup, pour la majorité, cette première expérience confirme leur souhait de travailler dans le domaine de l'aide au développement ou de l'humanitaire et ils peuvent à la suite du volontariat intégrer une ONG et faire carrière dans l'aide au développement ou l'humanitaire. Et est-ce qu'il y aura en conclusion tout prochainement de nouveaux appels à candidature? Oui, nous en avons en ce moment qui sont en cours et puis il y en aura d'autres d'ici la fin de l'année. Merci Bastien Niquez d'avoir répondu à notre invitation pour nous présenter ce corps des volontaires internationaux de Monaco. Merci à vous. La 4e édition du concert Pousse la vie organisé par la Fondation Flavien s'est tenue samedi soir à l'auditorium Régnier 3. Et cette année encore, l'affiche était belle et la musique particulièrement bonne, avec toujours un invité de marque, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage.
Fidèle à la cause portée par la Fondation Flavien, le compositeur Yvan Cassard a donné une nouvelle fois le la du concert Pousse la vie. Et dans son sillage, comme chaque année, il est venu avec un musicien hors pair, un artiste avec lequel il collabore et a préparé un album de reprise, Louis Chédid, heureux de pouvoir contribuer ainsi à la lutte contre les cancers pédiatriques tout en proposant au public un avant-goût de son nouvel album. En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire vraiment un album de mes chansons connues et de les mettre dans une espèce d'écrin comme ça, vraiment très très dépouillé. Et c'est vrai qu'avec Yvan, on se connaît depuis longtemps et on a eu plusieurs envies de projets ensemble, etc. Et celui-là nous a vraiment réunis d'une manière artistique très très puissante, tous les deux. Un baiser, rien qu'un seul. Aux plus belles et célèbres chansons de Louis Chédid a suivi un best-of de tubes choisis et interprétés par le groupe Call Me Winston. Ce concert Pousse la vie, qui a vu le jour en 2018, est destiné à venir appuyer les campagnes de collecte de fonds qui ont pour but d'aider à financer la recherche. On fait des mini enfoirés à chaque fois, mais qui au final, on sème les graines et ces graines-là sont importantes. Les bénéfices iront à notre moteur qui est la recherche scientifique. C'est important puisqu'on arrive au bout maintenant. On est en phase de construction de l'essai clinique et on a hâte de pouvoir accueillir les premiers enfants dans cet essai qui est aussi à un coût. Donc tout ne se fait pas malheureusement d'un claquement de doigts. Et cet engagement général sans faille depuis la création de la Fondation porte donc aujourd'hui ses fruits avec en ligne de mire désormais un essai clinique. Une nouvelle collecte de fonds aura lieu en juin prochain avec un rendez-vous phare pour la Fondation Flavien, l'apéro-concert. Nous retrouvons Christine Datomel pour la suite de l'actualité en bref. Le Théâtre des Muses est dans la Lune, Christine Da. Mise en scène par Christophe Lutringer, ce spectacle est destiné aux tout-petits, sera présenté mercredi, samedi et dimanche au Théâtre des Muses. Pour ne plus jamais avoir peur du noir dans sa chambre, Lulu entreprend une expédition vers la Lune pour en rapporter un précieux morceau. Durant ce long voyage, Lulu demande de l'aide à son ami imaginaire, Dwin, qui lui apprend des gestes, des mouvements et des respirations pour calmer ses peurs et puiser en elle la force et le courage. Une pièce qui devrait forcément plaire à de nombreux parents, mais surtout aux enfants. Elles ont égayé le quartier du Casino de Monte-Carlo. La Société des Bains de Mer va mettre en vente ses roses des vents. Effectivement, cette vente des roses des vents au profit de la Croix-Rouge monégasque en soutien à l'Ukraine de l'ASBM se tiendra jusqu'au 8 mai en principauté. Parsemées autour de la place du Casino, les roses des vents sont classées par taille allant de 100 € à 1000 €. Des pièces uniques bien sûr et en nombre très limité, toutes livrées avec un certificat d'authenticité numéroté. À noter également la vente de Ma vie en rose, une série d'œuvres réalisées par 2 jeunes artistes du pavillon Bozio qui permettra également de reverser des fonds à la Croix-Rouge en faveur toujours du peuple ukrainien. Et puis un point circulation, Christinda. Effectivement, des travaux sont en cours sur l'avenue Princesse Grace à compter d'aujourd'hui et ce jusqu'au 24 juin. L'avenue sera mise en sens unique dans le sens Monaco-Menton depuis le rond-point du Sporting jusqu'au rond-point devant le Monte-Carlo Bay. Seuls les accès aux hôtels Méridien et Monte-Carlo Bay seront maintenus depuis Monaco et depuis Roquebrune via une gestion par homme trafic de 6 h du matin à 22 h, 7 jours sur 7 pour permettre notamment l'accès au parking du Monte-Carlo Bay. Le focus info de ce journal nous amène en Italie, dans la région des Pouilles. Le prince souverain y a effectué une visite de 3 jours dans d'anciens fiefs de la famille Grimaldi. Alexandra Pagny et Thomas Deus vont vous faire découvrir les beaux paysages et villages du talon de la botte italienne. Site historique des Grimaldi de Monaco. Ils sont au nombre de 6 dans la région des Pouilles, au sud de l'Italie. Lors de ce déplacement, le prince Albert II s'est rendu dans 3 d'entre eux, Terlizzi, Canosa di Puglia et le château de Garagnone. Un séjour de 3 jours sur les traces de ses ancêtres.
Première étape dans la Cité des Fleurs, cette petite commune de moins de 27 000 habitants était au XVIe siècle l'une des terres du royaume de Naples, octroyée par Charles Quint, roi d'Espagne, à Honoré Ier Grimaldi. Les Grimaldi seront seigneurs de Terlizzi de 1532 à 1641, jusqu'à l'assassinat de l'archiprêtre Grimaldi dans la rue devant l'église, aujourd'hui nommée Santa Maria di Sovereto, où le souverain s'est rendu lors de cette visite. In questi 109 anni Terlizzi ha fatto tanti passi avanti, sia in termini di espansione demografica, sia in termini di progresso culturale, sia in termini di crescita anche produttiva. I Grimaldi hanno portato a Terlizzi in quegli anni una ventata di internazionalità che ha fatto crescere la nostra comunità e di questo io credo che a distanza di secoli dobbiamo ringraziare la dinastia dei Grimaldi. Le souverain s'était rendu à Terlizzi il y a 25 ans de cela, à l'occasion des 700 ans de règne des Grimaldi, tout comme à Canosa di Puglia où il a poursuivi sa visite le deuxième jour. Une rencontre avec le maire Robert Mora, puis un bain de foule. Comme souvent en Italie, la population était très présente dans chacune des communes visitées et toujours très chaleureuse à l'encontre du souverain monégasque. Sur chacun des sites visités, le prince Albert II a pu dévoiler une plaque signalétique indiquant l'appartenance au réseau site historique Grimaldi de Monaco. Une marque d'attachement importante pour ces communes et une occasion précieuse pour le prince souverain de dialoguer avec les élus et la population. C'est non seulement de reconnaître et de renouer ses liens avec ces anciennes communes qui ont fait partie de l'histoire de ma famille, mais de les valoriser, d'essayer de les accompagner, si vous voulez, dans leur développement et dans la promotion de leur culture, de leurs produits qui font leur économie. Et c'est cela qui est intéressant. Et puis d'aller au contact, bien sûr, des officiels, mais aussi de la population. C'est vraiment toujours très, très chaleureux. La délégation est ensuite entrée un peu plus dans les terres apuliennes pour se rendre sur les ruines du château de Garagnone, aujourd'hui situé sur les communes de Poggiorsini et Spinazzola. Il faisait partie des possessions des seigneurs Grimaldi. C'est dire l'importance stratégique de Monaco au XVIe siècle sur la carte politique de l'Europe, puisque une grande puissance, la grande puissance européenne de l'époque, accorde dans ses possessions, dans le royaume de Naples qui fait partie des possessions de l'Espagne, des Habsbourg, un certain nombre de fiefs, dont ce château de Garagnone, dont on voit évidemment grâce à cette situation qu'il avait une vertu et un usage militaire très, très fort, avec une position de vigie pour toute la région. Détruit en 1731 par un tremblement de terre, seules quelques salles souterraines et quelques murs sont encore visibles. Terlizzi, Canosa di Puglia et le château de Garagnone. On rejoint la nouvelle liste de la branche italienne de l'association des sites historiques Grimaldi, une liste, Fulvio, dont vous êtes un petit peu à l'origine, on peut dire, de cette nouvelle branche. Une liste qui est déjà très étoffée, alors qu'elle n'a qu'un an, cette branche italienne. Sì, nel 2021, lo scorso anno, è nata questa nuova branche italiana, quindi si è staccata dalla sezione francese, perché il numero dei comuni aderenti sta sempre crescendo di più. Oggi sono 24 comuni, sono in Liguria, in Emilia Romagna, in Puglia, dove siamo stati in questi giorni, in Calabria e in Sicilia. È un bellissimo rapporto di vicinanza verso la famiglia Grimaldi, quindi il Principato di Monaco, che dà sicuramente lustro anche ai comuni stessi che possono, attraverso il Principato, promuovere i propri territori, i propri prodotti agroalimentari. Le prince souverain est attaché à rencontrer les populations de ses anciens fiefs. À l'occasion de ce déplacement, il a annoncé sa volonté de fédérer davantage encore les anciens fiefs Grimaldi, aussi bien en France qu'en Italie. Cette visite des sites historiques dans les Pouilles se conclura en octobre prochain avec Ripa Candida et Monteverde. Vous venez donc de découvrir 3 fiefs de la famille Grimaldi dans les Pouilles, dans ce Focus Info. Nous consacrerons plus largement un magazine tout prochainement sur Monaco Info à l'intégralité de ce déplacement. Et sachez qu'après cette étape dans les Pouilles, le prince souverain s'est rendu à Gênes. Nous y reviendrons dans notre édition de 19 h mardi. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo pour la journée de mardi, Christine Datomel.
Mardi, du brouillard tout au long de la journée, un temps très nuageux, le ciel restant couvert, le soleil n'arrivant pas à s'imposer malgré une légère brise. Côté température, comptez 11 degrés pour les minimales et 17 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 6h28 et se couchera à 20h27. Demain, nous fêterons les Halida. Merci Christinda, ainsi se referme cette édition. Nous vous retrouverons demain à 19h pour un nouveau journal. Et pour nous quitter, cette jolie série de photos signée Michael Alési avec ses roses des vents installées en extérieur par la Société des Bains de Mer et qui vont être mises en vente pour la bonne cause. Je vous souhaite une belle et douce soirée. À demain.